Merci Françoise. Merci Françoise. Je trouve que je commence. Bah vas-y, hein. C'est toi le patron. Hein. En tout cas, Raphaël et Nicolas nous tendent une perche parce que en évoquant l'histoire particulière des sangliers et des renards, on voit bien que rien n'est figé, la nature n'est pas figée. Voilà, les populations de renards et de sangliers n'ont pas cessé d'évoluer, et ça vaut pour toutes les espèces vivantes. Nos rapports à eux, aux sangliers, aux renards, mais à toutes les autres, évoluent sans cesse. Et en fait, on en a fait le cœur de nos ouvrages. Toi, avec l'ours brun, l'ours polaire, même le bœuf musqué. Et un peu sur le bœuf musqué aussi. Voilà, moi avec l'ensemble de la forêt française. Mais en fait, ce qui nous a vraiment intéressés dans nos livres, c'est de dresser un portrait vivant et qui évolue dans le temps et dans le temps long. La nature telle qu'on l'observe, la nature hein, avec 12 guillemets, comme on disait ce matin, elle n'est pas aujourd'hui telle qu'elle était il y a 50 ans, ça a été dit tout à l'heure, mais ni il y a 100 ans, ni il y a 1000 ans, ni il y a 10 000 ans. Enfin, elle ne cesse d'évoluer, et c'est cette évolution aussi qui est le cœur de nos récits. Oui, complètement. Je pense que, bon, moi, avec les ours en particulier, qui sont, je dirais, quasiment omniprésents dans notre imaginaire et même sur les cartes de France, c'est vrai que l'évolution de notre regard, et ça va bien, je dirais, avec aussi l'évolution des populations de sangliers ou de renards, parce que maintenant, on a une évolution des ours en France, c'est tant mieux, mais il faut aussi faire évoluer justement les mentalités et la vision, et c'est là que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué. Et moi, j'aime bien le paradoxe entre les deux espèces que j'ai pu traiter dans la collection, le brun et le polaire, parce que les deux visions sont quasiment opposées, quoi. C'est que tout le monde a une vision, je dirais presque onirique avec l'ours polaire. Il est partout, il encombre les médias et on en parlera. L'ours brun, c'est un peu plus compliqué parce que justement, on a cohabité avec lui et il a fallu toujours essayer de vivre avec lui jusqu'à l'éradication en France, au quasiment de l'éradication. Donc c'est évidemment ces relations qui doivent évoluer en permanence. Et c'est vrai que maintenant, avec beaucoup de gens qui sont plutôt urbains et moins de gens qui vivent en montagne, moins de gens qui vivent dans la nature, avec des guillemets évidemment, et évidemment, les relations sont très différentes et doivent évoluer. Et je dirais c'est tant mieux quelque part, mais il faut aussi que je dirais les gens qui gèrent aussi les territoires évoluent. Et c'est là que c'est aussi peut-être un peu plus compliqué. Et ce qu'évoquait Raphaël tout à l'heure, justement sur les réunions, ou François, le doigt que tu mettais sur les fameuses réunions, il faut aussi que les dirigeants évoluent. Et on le voit bien qu'avec l'ours brun, par exemple, en Europe et en France, c'est très très compliqué de faire évoluer les mentalités, pas forcément du grand public, mais aussi de nos dirigeants et les gens qui ont aussi à faire un petit peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire entre les différents lobbies, les différents problèmes sociaux, et puis la place de cette grande faune, que tu as démontré, toi, avec le réensauvagement, justement, avec cette grande faune qui est de plus en plus présente, alors qu'effectivement, on perd beaucoup d'espèces d'oiseaux, d'insectes, et ça se voit beaucoup moins que cette grande faune, on voit beaucoup plus de chamois, de cerfs et de chevreuils et de loups maintenant que ce qu'on voyait il y a 30 ou 40 ans, quoi. Oui, Raphaël a vraiment eu le mot, a mis le mot exact sur la situation. C'était la situation paradoxale, quoi. Ce paradoxe où effectivement, on n'a jamais vu autant de grands mammifères et de grands rapaces aujourd'hui que depuis des décennies, voire des siècles. Et paradoxalement, les animaux et les espèces les plus banales que les naturalistes ne regardaient même pas il y a 30, 40 ou 50 ans, maintenant on les cherche comme des trésors. Et ça va être des petits papillons, des petits escargots, l'alouette des champs, les hirondelles, et tout ça c'est en train de disparaître à vitesse grand V. Oui, et là, je voulais citer quelque chose que tu as mis dans ton livre, Les Réensauvagements, une citation de Gilbert Cochet qui dit « Prendre conscience que nous vivons dans un désert, c'est déjà avancer avec une prise de conscience pour accepter le réensauvagement. » C'est vrai qu'on est dans un désert par rapport à ce qu'il y avait après la fin de la dernière glaciation, où commence ton bouquin, et justement, on est dans un désert par rapport à la faune, à cette grande faune, mais aussi par rapport à la faune que l'on pourrait côtoyer au jour le jour, quoi. Et c'est vrai que les grands mammifères, évidemment, moi, en ayant traité les ours, c'est un peu compliqué parce que ce sont des animaux tellement emblématiques, on met tellement de choses derrière, mais qui cachent aussi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vraiment ce qui me gêne justement dans beaucoup de discours au niveau de la protection de la faune et tout, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à cette grande faune, mais relativement peu justement à une faune beaucoup plus discrète dont on a largement autant besoin. Et comme moi je m'amuse parfois à dire dans des présentations, si l'ours polaire disparaît,
Où est le problème? Alors qu'il y a des espèces beaucoup plus importantes. Ça peut être les lemmings dans le Grand Nord ou les abeilles ou je ne sais quoi, dont on ne parlera pas et qui ne feront pas la couverture des magazines, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter sur l'ours brun? On a une très longue histoire, enfin l'homme, en tout cas dans l'hémisphère nord, a une très longue histoire de cohabitation avec l'ours brun. Et cet ours brun a été, il y a des traces, hein, tu en parles dans ton livre, hein, des traces de divination, l'ours a été placé vraiment au sommet de la mythologie ou en tout cas de la culture de nos ancêtres il y a 30, plusieurs 20, centaines de milliers d'années même, voilà. parce que... Et ça a évolué extrêmement vite. Oui, complètement, hein. Il faut bien voir que les relations entre l'homme et l'ours, c'est quand les premiers hominidés sont sortis d'Afrique. Déjà, ils ont croisé des ours très certainement en Syrie ou au Liban ou dans ces régions-là, où il y a toujours des ours bruns. J'espère. Et donc, évidemment, nos relations sont très, très anciennes. Et ce qui est troublant, toujours avec cet animal, évidemment, c'est ce côté... évidemment, là, l'anthropomorphisme, c'est très compliqué quand on parle d'ours en général, de ne pas être anthropomorphe, justement, parce que il mange comme nous, l'ours brun. Hein, il mange 80% de végétaux, un peu de viande. Et puis, une femelle qui allaite, elle va s'asseoir et puis elle va offrir ses tétines comme une femme pourrait le faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de relations comme ça qui sont très, très étranges. Il y a aussi cette... J'ai commis aussi une collaboration dans un autre livre qui est l'animal médecin, où justement, là, c'est un peu complexe parce qu'on s'aperçoit que les premiers médecins, ou les premiers chamans, les premiers guérisseurs, ont beaucoup regardé, se sont beaucoup inspirés de l'ours brun pour trouver la bonne pharmacopée. Et il y a même des régions du monde, entre autres au sud, dans le centre des États-Unis, où le mot ours et médecin sont synonymes. Donc on voit bien que là, évidemment, nos relations sont très très compliquées parce que c'est l'ours qui a nourri les hommes, quoi. Enfin qui a soigné les hommes, quoi. Donc c'est vrai que cette relation est omniprésente. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un changement très très brutal aussi avec l'évolution de la sédentarisation des humains et l'appropriation des territoires où vivaient les ours. Et là, il a fallu éradiquer l'animal qui pouvait poser problème, même si dans certaines régions, et entre autres en Sibérie, au Kamchatka et tout ça, où là, la cohabitation a toujours été, je dirais, sereine ou presque. Et il y a des grandes populations qui ont pu continuer à vivre pendant des siècles et des siècles au contact des ours, en partageant les mêmes zones à myrtilles et ainsi de suite, sans aucun problème. Alors qu'en Europe occidentale, en particulier, la solution, comme on le disait tout à l'heure, ça a été justement d'éradiquer les grands mammifères et les grands prédateurs, quoi. Voilà, et paradoxalement, depuis quelques années, les populations d'ours reviennent en Europe. Est-ce que tu peux nous donner les derniers chiffres, hein, il y a une grande déprise agricole aussi dans les régions montagneuses. Alors il faut savoir aussi que les ours bruns, avant, ils ne vivaient pas uniquement dans les montagnes, hein, et ils pouvaient très bien vivre au bord de la Charente ou à pêcher du saumon peut-être aussi, comme en Alaska. Maintenant en France, je pense qu'avec les derniers recensements qui vont sortir au printemps, on va s'approcher de la centaine d'ours en France, donc ce qui est très bien. Enfin, moi, je vais dans les Asturies bientôt, là où il y a 300 ours bruns, rien que dans les Asturies au nord de l'Espagne. Donc, il y a des populations comme ça. Alors après, il y a des zones où il n'y a pas d'ours, donc il va peut-être falloir créer des corridors ou que les ours se créent des corridors pour pouvoir passer d'une population à d'autres. Parce qu'après arrive, et entre autres, c'est l'un des problématiques en France avec le problème de brassage génétique qui va devenir un problème. Donc voilà, je dirais qu'il y a toute cette grande faune, c'est vrai, reprend pas toute sa place, mais presque. Par exemple, en Suède, où j'ai eu l'occasion de faire un film, il y a 30 ans, il y avait 300 ours bruns, maintenant il y en a 3000. On voit bien que ces populations progressent. Et ce qui est intéressant aussi avec l'exemple de la Suède, c'est qu'il y avait 2 isolats génétiques, d'ailleurs, entre le nord et le sud, et que maintenant il y a eu une connexion entre les deux. Donc là qu'on voit que l'expansion aussi est intéressante, aussi dès que les populations reprennent des niveaux importants, et surtout une dispersion géographique importante. Oui, et est-ce que tu peux nous dire la population française dans les Pyrénées? On est parti dans les années 90, il n'y en avait plus que il y en avait 4, 5, je ne sais pas, François pourrait nous dire exactement. Moi, je me rappelle avoir été il y a presque 25 ans dans la région d'Arbas, où on avait essayé de faire des journées ours et ça s'était très très mal terminé. Il y avait les premières réintroductions avec Nelly Olin à l'époque. Il devait rester 6 ours bruns, je crois, dans les Pyrénées, quoi, en tout et pour tout. Oui, donc de 6 à 100 en 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça à peu près. Oui. Donc ça a bien progressé. Succès, ouais. Ce qui prouve aussi que le milieu aussi offre des capacités importantes au niveau alimentation, de tranquillité aussi, parce que les ours,
Et entre autres, les femelles ont besoin de tranquillité pour passer l'hiver et mettre bas leurs petits. Donc, ce qui prouve aussi que le milieu et la forêt de montagne, entre autres française, peut offrir des capacités. Jean-Jacques Camara, qui est maintenant en retraite, mais qui suit bien le problème, eh bien pourrait nous en dire plus. Mais c'est vrai que les ours, maintenant, commencent à prendre une belle place. Et évidemment, ça commence à poser... Enfin, ça continue, je dirais, dans certaines régions comme l'Ariège en particulier, à poser des gros soucis. Mais on voit l'augmentation de la population est très nette, mais il n'y a pas d'augmentation réelle des dégâts, parce que justement, il y a eu beaucoup aussi de prise de conscience. Il y a aussi un certain nombre d'éleveurs que l'on n'entend pas, qui, eux, prennent bien conscience de la valeur de la biodiversité et de l'importance d'avoir l'ours brun sur le territoire, et donc qui prennent des précautions d'usage. Et entre autres, moi j'ai rencontré des éleveurs qui étaient tout à fait pro-ours, parce qu'en se disant, bah, si on fait du fromage dans ces régions-là, dans les zones à ours, bah, ce qui prouve la qualité du produit, et donc c'est un argument de vente aussi. On parlait de l'utilité, bah là on peut utiliser aussi la présence de grands prédateurs comme ça, de grands mammifères, comme étant presque une tête de gondole, quoi. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, dans ton travail sur le premier livre qu'on a fait ensemble, donc L'ours, l'autre de l'homme, c'était toute la dimension naturaliste, scientifique, la biologie, l'écologie de l'animal. Mais il y a aussi t'as toute cette approche historique. Tu explores autant sur le terrain les diverses régions où vivent les ours que les archives, que les journaux de bord des explorateurs. Enfin, il y a aussi toute cette dimension historique qui nourrit ton travail et qui donne une dimension littéraire, finalement, au niveau de la narration du livre qui m'a beaucoup intéressé. Bah merci. Mais j'ai des questions aussi pour toi, hein, Stéphane. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse avec ces grands animaux, c'est aussi le côté transversal. Moi, j'avais fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Géopolitique de l'ours polaire. Et comme le sanglier peut être politique, eh ben, les grands mammifères peuvent être aussi géopolitiques. Donc moi, c'est aussi ce côté transversal qui m'intéresse avec ces grands animaux. D'une, parce qu'on les côtoie et on croit les connaître. Et puis dans notre histoire, ils ont eu des places parfois très très importantes. J'évoque entre autres le cas des Berserkirs, hein, donc les guerriers, je dirais scandinaves, qui se prenaient pour des ours ou presque, quoi, qui allaient au combat comme des ours, avec des peaux d'ours et tout ça. Donc l'ours, on voit bien, était quelqu'un, il donnait la puissance aussi aux humains. Donc il y a tous ces rapports très très compliqués, hein, entre notre relation avec l'ours. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est d'aller un petit peu dans les grimoires aussi, hein, et puis voir un petit peu ce qu'il y avait dans les temps anciens et nos relations. Et c'est vrai qu'avec l'ours brun, il y a tellement de choses à raconter que, bah, oui, on a essayé de faire le maximum. Et est-ce que, comme on en a parlé tout à l'heure avec le sanglier et le renard, est-ce que l'avenir de l'ours est de se rapprocher de descendre des montagnes, de se rapprocher des villes? Je sais qu'en Roumanie, il y a déjà des ours qui traînent dans certaines villes. Est-ce qu'on peut voir ça en Europe de l'Ouest? Oui, alors bon, ça peut poser des soucis, comme c'est arrivé d'ailleurs en Italie l'année dernière, où il y avait une femelle ours qui traversait un village dans les Abruzzes très fréquemment. Et là, ça se passait très très bien. Les villageois, ils sortaient le soir, ils se mettaient à la fenêtre comme s'ils regardaient la télé, et puis ils voyaient la femelle passer. Il y avait une vraie, comme avec d'ailleurs ce que disait Raphaël sur le sanglier, il y a une vraie appropriation aussi, hein, des gens pour cette grande faune, quoi. Et ils étaient très fiers, très contents d'avoir l'ours qui traversait le village. C'était un signe, ouais, c'était vraiment une fierté, quoi. Bon, malheureusement, la femelle a été abattue, les deux oursons ont divagué, donc voilà, c'est très problématique parce qu'il y a toujours quand même une faille qui peut-être s'élargit aussi entre deux branches de la population, entre des gens qui veulent vraiment se dire: ah, c'est super, il y a des grandes faunes qui reviennent, on peut les voir de mieux en mieux et tout ça. Et puis il y en a toujours une qui refuse aussi et qui malheureusement, qui a des moyens aussi d'éradiquer l'espèce ou l'animal en question. Et ça, c'est un vrai gros problème, quoi. C'est qu'ils nous exproprient aussi quelque part de ces animaux qu'on aimerait pouvoir regarder un peu plus souvent. Moi, on habite en forêt de Fontainebleau et on a le problème avec la chasse à courre en particulier, qui eux nous dérangent complètement la forêt, qui la détruit quelque part avec les passages répétés, qui courent après les cerfs un peu partout. Et c'est des animaux qu'on voudrait bien partager, qu'on voudrait bien observer aussi. Il n'est pas réservé à cette frange de gens qui veulent les abattre. Ouais, j'aime pas les chasseurs, désolé. Je sais pas s'il y en a dans la salle, mais je les aime pas. Et moi, comparativement, juste pour rebondir par rapport à ce qu'on disait ce matin, c'est vrai que moi j'ai l'avantage d'appartenir à personne.
Et je comprends bien des gens comme Laurent, comme Jérôme aussi, qui appartiennent aussi à des organismes d'État, quelque part, et que c'est un peu compliqué de s'exprimer, justement de porter une parole parfois un peu iconoclaste, moi étant parfaitement libre de mes propos. Et c'est l'avantage aussi de la collection et des livres qu'on peut faire ensemble, c'est que j'ai aussi le droit de m'exprimer en mon nom propre, évidemment, mais c'est vachement important parce que je pense qu'on doit libérer aussi cette parole, quoi. Et ça, je pense que c'est un problème lié, malheureusement pour des scientifiques. L'année dernière, j'ai interviewé des scientifiques sur une table ronde qui travaillaient sur l'eau. Et je pense que c'est vraiment un problème qu'on a depuis même ce matin, quoi. C'est de se dire que maintenant, les scientifiques me disaient l'année dernière, des gens qui depuis 10 ans au CNRS travaillent sur la gestion de l'eau et tout ça, ils nous disent, on a présenté nos travaux à des élus, à des préfets, tout ça, on nous dit, oui mais c'est une opinion. Et je pense que là, le gros problème, il est là, quoi. C'est que les gens qui gèrent actuellement aux plus hautes instances considèrent le travail scientifique comme une opinion, comme si c'était Madame Michu, quoi. Alors que c'est des scientifiques qui sont formés, qui travaillent depuis des décennies sur des sujets, qui ont des informations tout à fait objectives et argumentées. Et vraiment, le gros problème et le gros fossé, et vraiment, il est là entre le travail de terrain, le travail scientifique et la prise en compte de ces travaux. Je ne sais pas si messieurs les scientifiques sont d'accord, mais je pense que passer du travail scientifique, dire que c'est une opinion, c'est tout à fait insupportable, quoi. Alors, tout le monde te connaît comme l'homme qui a vu l'ours, mais le deuxième titre qu'on a publié ensemble, c'était sur le bœuf musqué, Ovibos. Pourquoi tu as fait cette infidélité à l'ours comme ça? Pourquoi s'intéresser à cet animal étonnant, le bœuf musqué? Justement parce qu'on n'en parle pas et que tu m'as donné la possibilité de le faire. Mais non, moi je suis parti de l'Ovibos. Je ne sais pas si vous voyez le bœuf musqué, qui n'est pas un bœuf et qui n'est pas musqué déjà. Donc justement, à partir de cette idée-là, je pense c'était bien d'en parler, quoi. Parce que justement, on lui colle, pour les gens qui le connaissent, hein, évidemment. Donc c'est un animal assez peu connu malgré tout, et qui a une importance vraiment radicale quelque part, entre autres dans la migration des humains dans le nord de l'Amérique. Et on est à peu près certain que la migration humaine passant d'Eurasie à le nord de l'Amérique est liée aux migrations de l'Ovibos, du bœuf musqué. Et donc on voit son importance quand même. Et puis c'est un animal qui nous apporte des tas d'informations. D'ailleurs, toi, t'en parles dans ton réensauvagement aussi. Il y a quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, il y avait des ovibos qui vivaient dans les Pyrénées, qui vivaient en France. Donc, il nous parle aussi de notre histoire, quelque part, du climat. Et maintenant, c'est un animal qui était presque central, hein. Les origines très très anciennes de l'ovibos viennent de Méditerranée, hein. On ne peut pas l'imaginer comme ça a priori. Et puis il a été poussé très très loin vers le nord, et puis maintenant il vit vraiment aux confins du monde, en bordure des glaces. Et évidemment, comme le réchauffement climatique, on peut en parler là, est 4 fois ou 5 fois plus important dans l'Arctique, eh bien l'Ovibos est un témoin vraiment qui le subit vraiment très très rapidement et très brutalement. Donc c'est pour ça aussi que ça me semblait important. Alors c'est un bouquin un peu particulier parce que c'est vrai que c'est un espèce de dialogue posthume avec Robert Gessin. Donc Robert Gessin, qui était compagnon de Paul-Émile Victor en 34, 35, 36, a été aussi directeur du Musée de l'Homme, avait fait un livre dans les années 80 qui s'appelait Ovibos, et qui était tout à fait passionnant. C'était la référence en français. C'était un anthropologue. Hein, oui, il était anthropologue, oui, tout à fait. Médecin et anthropologue. Et donc, moi, je voulais rééditer ce livre, mais ce livre était un petit peu passé, on va dire. Et donc, grâce à Antoine Gessin, qui est un très bon ami, on a pu reprendre la partie anthropologique du travail de Robert. Et moi, j'ai pu le mettre au goût du jour avec justement toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, sachant qu'une espèce qui est aussi adaptée à des climats extrêmement froids, tous les animaux qui sont très bien adaptés sont aussi très fragiles. Si on change un petit peu le curseur, si on bouge le curseur des températures, de l'humidité, à cause du réchauffement climatique, eh bien, le bœuf musqué, il va s'en prendre plein la tête, quoi. C'est certain, quoi. Parce qu'il est recouvert d'une pelisse, là, comme ça, d'une peau, d'une laine qui est la laine la plus chaude du monde. Eh bien, elle est faite pour le protéger des moins 50. Sauf qu'entre deux périodes de moins 50, s'il y a un redoux et qu'il pleut, eh ben, ça ne va pas très bien se passer pour lui, quoi. Et puis, il y a aussi, dans certains endroits, aussi, justement, les populations humaines qui prennent de plus en plus de place, qui amènent aussi des virus, des bactéries, enfin des nuisances aussi, des pathologies. Et donc, ça pose aussi problème à ces espèces qui ne sont pas du tout adaptées à ces relations, quoi.
Voilà, tu me tends la perche, tu évoques la question du réchauffement climatique et de ses impacts sur la faune de l'Arctique. Mais voilà, on pourrait parler de l'ours polaire, On pourrait alors parler de le l'ours polaire. symbole de On la pourrait parler de disparition l'ours de la polaire, banquise mais et des icebergs. moi je pense aussi que parce que Stéphane, il est très fort, hein, il veut éviter qu'on parle de son 20 000 ans d'histoire. T'as remarqué, hein, et il reste 17 minutes. Donc oui, Stéphane, il a commis le premier bouquin de la collection, parce qu'on parle quand même de la collection Monde Sauvage. Pas tout à fait le premier. Pas tout à fait le premier, mais presque. Mais enfin, ça a peut-être été le point de départ de ta collection quand même, parce que tu avais travaillé sur le sujet des saisons et de l'évolution justement de la faune, avec la fin de la dernière glaciation, et donc ce qui a été le point de départ de tes 20 000 ans. Et rappelle-nous un petit peu quand même comment il est né, justement avec le film Saison, avec Jacques Perrin, qui a été l'origine de tout ça. Oui, Jacques Perrin, à la fin du film Océan, qui était sorti en 2010, il nous réunit dans son bureau et il nous dit bon, ça va, là, on arrête les films délirants où on parcourt le monde pour amener de belles images de nature. Maintenant, on va faire un film au fond du jardin. Donc un film au fond du jardin pour Jacques. Très vite le jardin, il s'est agrandi à la taille de l'Europe quand même, donc c'est quand même un grand jardin. Mais très vite, on a été confronté au problème que pour trouver des spectacles de nature aussi grandioses, aussi époustouflants que ceux qu'on avait pu trouver dans les océans, dans les savanes africaines, aux Galapagos, dans les pôles, en Europe, c'était compliqué parce que ça n'existait plus. Donc là, tout de suite, la dimension historique intervient. C'est-à-dire que ça a existé, mais ça n'existe plus. Donc ça a existé. Est-ce qu'il y a moyen de recréer, en tout cas à travers la fiction et à travers l'outil, les outils du cinéma, de replonger dans les premiers temps de la nature en Europe pour montrer que la nature en Europe, elle a été aussi aussi surabondante, aussi exubérante que certains autres coins de la planète. Et ça a été le point de départ du film qui s'est appelé Les Saisons, qui est sorti en 2016. Et donc moi, comme j'étais le conseiller de Jacques, j'ai accumulé une documentation sur l'histoire de cette nature depuis 20 000 ans, absolument, absolument dingue. Et le film en donne vraiment 3 fois rien. Et c'est les éditions Actes Sud qui m'ont dit, écris quelque chose qui permet de puiser dans toute cette matière. Et ça a été le point de départ de ce livre, avec l'idée que on est vraiment victime aujourd'hui de ce qu'on appelle l'amnésie écologique. C'est-à-dire que chaque être humain pense que l'état zéro de la nature, même s'il a conscience que la nature a évolué le temps de sa vie, mais la nature idéale, entre guillemets, était celle qu'il a connue quand il était enfant. Mais sauf que, évidemment, génération après génération, la référence glisse petit à petit. Et on a oublié la nature telle qu'elle était au temps de l'enfance de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et puis d'il y a 500 ans, et puis d'il y a 1000 ans, et puis d'il y a 20 000 ans. Et c'est comme ça, en poussant le curseur de plus en plus loin, en fouillant dans les archives, et des archives absolument très, très disparates. C'est ça que j'ai trouvé vraiment super, à la fois de la glaciologie, de la zooarchéologie, de la zoobotanique, l'histoire elle-même, avec les récits. On se rend compte qu'il y a quand même ce que certains écologues appellent le 1.0, c'est-à-dire le paroxysme de l'âge de glace. En Europe, c'était il y a approximativement 20 000 ans. Et c'est un moment donné de l'histoire qui a été tellement froid et tellement sec que la majorité de la surface de l'Europe était devenue un désert, quoi. Il n'y avait plus du tout de vie. Il n'y avait même plus un brin d'herbe. Il y avait déjà d'énormes glaciers. Et quand ce n'était pas des glaciers, c'était juste des champs de poussière, des champs de cailloux. Les dernières petites parcelles de nature étaient vraiment réfugiées le long de la Méditerranée. Au pied des calanques de Marseille, par exemple, sur les côtes espagnoles, en Italie. Et une fois que, pour des raisons astronomiques, le climat se modifie, se réchauffe un peu et se réhumidifie, et ben la nature, qui était réfugiée dans ces petits recoins, et ben elle repart à l'assaut de toute l'Europe. Et je voulais raconter ça à partir du point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien.
Le niveau des mers est descendu de 120 à 130 mètres. On peut aller à pied à Londres. La Manche, c'est juste un petit ruisseau. Voilà. Et puis raconter cette épopée du retour de la nature. Et donc, il y avait 1000 ans, il y avait des ours polaires qui étaient bien plus au sud, pour rebondir. Ah bah dans le golfe, dans le golfe de Gascogne. Il y avait des ours polaires qui venaient très très au sud. On a retrouvé des ossements le long de la mer Baltique, en Suède, au Danemark, et ainsi de suite. Il y avait des bœufs musqués dans les Pyrénées. Il y avait des bœufs musqués dans les Pyrénées, donc on était vraiment... Et puis il y avait des rennes qui traversaient la Seine à Nemours, quoi. Donc effectivement... Et les humains ont failli disparaître à cette époque-là. Les humains ont failli disparaître d'Europe occidentale. Sapiens, on estime, alors bon, c'est avec beaucoup de guillemets, mais on estime la population humaine en Europe de l'Ouest à environ 7000 individus. Ça, c'était les données au moment où j'ai écrit le livre. Ça a peut-être été affiné depuis. Je n'ai pas fait la dernière recherche, mais voilà, 7000 individus qui étaient réfugiés entre le Pays Basque et le nord de l'Espagne. Donc ça a failli être une espèce, ça a été une espèce en voie de disparition. Et ils ont profité eux aussi du réchauffement pour repartir à la conquête de l'Europe, quoi. Voilà. Puis dès qu'il y a plus à manger, il y a plus d'hommes aussi. Et voilà. Mais l'ours polaire, oui, donc l'ours polaire, lui, c'était plutôt bien pour lui, la glaciation. Donc il a pu se disperser, croiser aussi ses amis, ses cousins ours bruns. Donc il y a 20 000 ans, oui, il y avait des ours polaires en Écosse, hein, et donc bien plus au sud. Et puis avec le réchauffement, mais il a reflué de plus en plus vers le nord. Mais moi, ce que j'ai aimé en me plongeant dans l'écriture de ce bouquin, c'est justement de remettre à jour aussi un petit peu toutes les travaux. Moi, ça fait 35 ans que j'observe des ours polaires un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a une évolution de la connaissance, mais il y a surtout, et c'est là-dessus que j'ai insisté, une évolution de notre vision de l'animal, quoi. Et comment cet animal ours polaire a été instrumentalisé avec le réchauffement climatique, comment un certain nombre de personnes, d'ONG, de zoos et tout ça, ont instrumentalisé la vision de l'ours polaire pour communiquer et l'utiliser comme un espèce d'avatar quelque part pour masquer les vrais problèmes, quoi, en fait. On parle de l'ours polaire qui risque de disparaître, voire même, il a été dit en voie d'extinction à certains moments. Ça évite de parler des problèmes qui sont devant notre porte, quoi. Et c'est vraiment toute cette utilisation de l'image de l'ours polaire que j'ai un peu travaillé dans cet ouvrage, justement, pour montrer que l'ours polaire, il ne faut pas que ce soit à nouveau l'arbre qui cache la forêt, et qu'il y a bien d'autres problématiques bien plus importantes, et que si l'ours polaire, évidemment, c'est complètement iconoclaste, disparaît, ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas une espèce, je dirais, aussi importante pour l'environnement que peut-être l'ours brun, même d'ailleurs. L'ours polaire, il y a 26 000 individus, a priori, de les derniers recensements, sur je dirais, un territoire qui est 28 fois grand comme la France. Et donc, lui, à part manger des phoques, c'est à peu près tout ce qu'il produit pour l'Arctique. Donc, ce n'est pas vraiment une espèce très, très importante. Si on cherchait un côté utilitaire, la semaine dernière, je faisais des conférences auprès de scolaires. On me disait, mais à quoi ça sert un ours polaire? Ça, c'est toujours la question qui revient. Évidemment, a priori, ça ne sert à rien, mais nous non plus d'ailleurs. Et donc voilà, mais s'il disparaissait, ce serait moins important que le lemming ou les lemmings dans l'Arctique, quoi. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu remettre en perspective. C'est un animal dont tout le monde veut la sauvegarde. Il n'y a aucun problème. Mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est cette complexité, moi, que j'ai essayé de développer, quoi. Ouais, tu as mené une vraie enquête, parce que cette conception de l'avatar, comme ça, du réchauffement climatique, on peut pratiquement la dater et la localiser au jour près. C'est le film d'Al Gore. C'est le film de Al Gore, hein, en 2007, La vérité qui dérange. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas dérangé grand monde, en fait, à part le grand public peut-être, mais elle n'a pas dérangé nos dirigeants, du moins. Et donc là, il a commencé à parler de l'ours polaire qui, dans quelques décennies, va disparaître. Alors, c'est très contre-productif de faire comme ça des prévisions. On parlait du doigt mouillé, mais c'est un peu ça, dans une boule de cristal, en disant dans 30 ans, il y aura 50% de moins d'ours polaires. Il se trouve qu'après 2007, il y a beaucoup d'ONG qui se sont dit donnez-moi 50 €, on va aller sauver l'ours polaire. Ce qui est une escroquerie absolue, évidemment, parce que c'est le milieu, c'est l'ensemble de la planète et l'ensemble des écosystèmes qu'il faut préserver, et pas une espèce animale. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est engouffré avec l'image de l'ours polaire.
On a tout dit, n'importe quoi sur l'ours polaire. Et il y a surtout beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent en l'utilisant. Et donc, ça, c'était un vrai problème. Surtout qu'en 2017, les recensements donnaient une plus grande population d'ours polaires qu'en 2007. Donc là, tout est tombé à plat. Évidemment, il a fallu que les La protection avait bien marché, alors? Alors la protection, la protection a bien marché, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 1976, la population d'ours polaires était très basse, peut-être moins de 10 000 individus, on ne sait pas exactement, moins de 10 000 individus, avec un arrêt total de la chasse, sauf pour les peuples autochtones du Groenland et du Canada. Et donc la protection a bien fonctionné, en particulier dans les endroits comme le Svalbard, où il y avait une chasse intensive de l'ours polaire. Et donc ça a bien fonctionné, heureusement. Les méthodes de comptage aussi d'études ont évolué, et aussi, grâce à une collaboration internationale accrue et importante, eh bien, on a pu compter de meilleures façons l'ours polaire. Donc tant mieux. Sauf que, avec cette population qui, je dirais, actuellement est plutôt stable, c'est plutôt une bonne nouvelle, eh bien, ça pose un problème parce que maintenant, si on regarde les occurrences sur les réseaux sociaux et sur Internet, eh bien, sur les climato-sceptiques qui utilisent l'image de l'ours polaire pour se dire, voyez bien, ce que vous nous avez dit il y a 15 ans ou 20 ans, c'est faux parce que maintenant, il y a toujours autant d'ours polaires, voire plus. Donc, il faut vraiment beaucoup se méfier quand on communique autour d'une espèce aussi emblématique. Il ne faut pas pousser le curseur trop loin parce que, évidemment, ça pourrait être contre-productif. Et actuellement, c'est vraiment le cas pour l'ours polaire. Et tu disais que les lois qui l'ont protégé datent de 76, c'est ça? Ça a été signé en 73 et vraiment appliqué en 76. Oui. D'accord, parce que 76, c'est aussi une date importante dont on parle avec Gilbert Cochet dans le livre Réensauvageons la France, parce qu'en 76, les députés français, l'Assemblée nationale votent une loi de protection de la nature. Et du jour au lendemain, un grand nombre d'espèces basculent dans le camp des espèces protégées. Donc voilà, impossible, on ne peut pas les cueillir, on ne peut pas les chasser, il faut vraiment les protéger. Donc là-dedans bascule, donc il y a le loup, l'ours, mais les castors, les loutres, enfin il y a énormément d'espèces, tous les grands rapaces. Et du jour au lendemain, comme ça, ils étaient chassés, du jour au lendemain, ils ne le sont plus chassés. Et on s'est rendu compte que voilà, il suffit d'arrêter de les chasser et les populations augmentent. Alors parfois aidées par des coups de pouce, hein, les vautours ont été aidés avec des systèmes de réintroduction dans les Causses notamment, ou dans le sud des Alpes. Mais enfin voilà, en une action, on est capable de faire chambouler complètement les choses de façon positive. La résilience est tout à fait intéressante. Moi, je vais de temps en temps dans l'hémisphère sud aussi, où, entre autres, les otaries à fourrure avaient été détruits, presque éradiqués. En Géorgie du Sud, il restait 200 otaries antarctiques. On a arrêté la chasse, et maintenant, il y a 5 millions d'otaries, quoi. Sauf que il y a la grippe aviaire maintenant. Et donc, on voit bien que les problèmes, c'est jamais terminé, parce qu'on arrête la chasse, et c'est tant mieux. Et évidemment, c'est une réussite, et évidemment, c'est facile. On arrête, paf, on appuie sur le bouton off. Ça va relativement bien. Mais sauf qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent, des pathologies, et en plus des pathologies qui peuvent maintenant se transmettre. On disait la grippe aviaire, c'est que les poules, les canards. On s'aperçoit que ça passe aux mammifères. Il y a un ours polaire qui est mort de grippe aviaire l'année dernière en Alaska. Et là, il y a des otaries et des éléphants de mer. Donc voilà, on voit qu'il y a d'autres problématiques qui arrivent sur notre planète. Et ça, c'est un vrai gros souci pour la protection. Oui. Au début des années 80, la Commission baleinière internationale a voté l'arrêt de la chasse de nombreuses espèces de cétacés. Et à cette époque-là, il était impossible d'approcher des cachalots, par exemple. Et notre ami François Sarano, dont on parlait ce matin, qui a écrit le premier livre, pour le coup, lui, c'est vraiment le premier livre dans la collection, Le Retour de Moby Dick. Aujourd'hui, il nage au milieu d'une famille de cachalots. Voilà, qui n'ont plus du tout peur des hommes, à tel point que voilà, ça fait plusieurs années, même plus de 10 ans, que tous les ans, il va nager avec cette famille de cachalots qui l'acceptent. La proximité est de nouveau possible. Comme tu disais, la résilience. Oui, on le voit. Moi, je l'ai vu par exemple sur les baleines à bosse, où maintenant on voit de plus en plus de baleines à bosse. Par exemple, en Antarctique, il y en a partout. Et en Alaska, il y en avait beaucoup plus ces derniers temps, sauf que on s'est aperçu qu'avec le réchauffement climatique, à nouveau, il y a moins de nourriture et que là, il y a une chute drastique de la population de baleines à bosse en Alaska. Et il y a également la surpêche aussi dans ces régions-là. Donc ça, c'est aussi d'autres problématiques. On arrive à protéger les espèces quand même. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Actuellement, par exemple, sur l'ours brun, il y a des problématiques sur la pêche au saumon, entre autres en Sibérie ou au Kamchatka,
où là, ils sont obligés de réensemencer de façon artificielle les rivières, parce qu'il y a tellement de pêche et de surpêche à l'embouchure des rivières qu'il n'y a plus de production de saumon, quoi. Donc voilà, donc l'équilibre est très très compliqué à maintenir. Cette surpêche des saumons impacte les grizzlies d'Alaska? Alors, ce ne sont pas des grizzlies, ce sont des ours bruns, mais oui, parce qu'évidemment, il y a moins de remontées de saumon dans les rivières. Et le problème, c'est que les saumons, on sait qu'ils retournent se reproduire dans la rivière où ils sont nés. Donc, ça veut dire qu'il faut évidemment prélever des animaux, enfin des saumons à un certain endroit, les faire se reproduire, faire éclore et faire croître les alevins et les remettre dans des rivières et tout ça. Donc, on artificialise complètement des zones que l'on pensait complètement sauvages, qui en fait sont obligés maintenant d'être sous la tutelle quelque part des humains de ces régions-là, si on veut continuer à pêcher du saumon et si on veut continuer à avoir des ours qui le pêchent également, quoi. Et si on veut continuer à avoir des belles forêts, parce que une des choses que j'ai découvertes en faisant les études pour le livre, là, 20 000 ans, c'est que finalement les forêts ont énormément bénéficié des saumons, enfin, et de tous les poissons migrateurs, et des ours indirectement. Alors, c'est difficile là, c'est pas très intuitif. Quel est le rapport entre les saumons, les poissons migrateurs et la forêt? Mais en fait, les poissons migrateurs quittent l'océan, remontent les rivières, sont pêchés par les ours. Et à travers leurs fesses ou même à travers les cadavres qu'ils laissent, qui pêchent dans la rivière et qui vont emporter dans la forêt, en fait, ces cadavres de poissons migrateurs ou ces crottes d'ours viennent fertiliser les sols de la forêt. Et il a été démontré par des études, notamment en Alaska, en Colombie-Britannique, que les forêts où il y a encore, qui sont traversées de rivières, où il y a encore des poissons migrateurs et où il y a encore des ours qui les pêchent, la croissance des arbres est bien plus importante que dans la vallée des côtés, où il y a toujours des rivières, mais vides de poissons, et où il n'y a plus d'ours pour les pêcher. C'est-à-dire peut-être, avant de prendre des questions, mais peut-être pour terminer sur l'ours, il faut savoir que les pommes que nous mangeons, eh bien, c'est grâce à l'ours, en fait. Parce que l'ours, il mange beaucoup de fruits, de légumes, enfin de végétaux, et il défèque aussi, comme il n'a pas vraiment un système digestif idéal, il défèque beaucoup de graines, et voilà. Et donc, lui, il va choisir les fruits les plus mûrs, les plus sucrés. Et donc, les pommes qui sont arrivées en Europe occidentale viennent d'Asie centrale et ont été sélectionnées par par des générations d'ours qui ont choisi les pommiers, qui ont sélectionné les pommiers et qui ont choisi les meilleurs fruits, les plus sucrés et les plus mûrs quand ils sortent en particulier, juste avant l'hibernation. Et donc, maintenant, on sait que la présence des pommes en Europe occidentale et les espèces que l'on peut trouver chez nous, ont été sélectionnés par les ours. Et on voit l'importance aussi donc, de ces animaux dans notre quotidien presque. Oui, des relations interespèces. Il y avait la même histoire, je l'avais trouvée pour le bouquin, mais elle ne rentrait pas dans le bouquin. C'était en Amérique du Nord, la relation entre les mammouths et les courges. En fait, les courges sauvages auraient été en partie sélectionnées par les mammouths, pour devenir de plus en plus grosses et goûteuses et sucrées par les mammouths qui les mangeaient. C'est toujours important de se rappeler d'où on vient. On a des questions, Françoise? Peut-être pas. Peut-être pas. Si, il y a une question là-bas. Ouais, mais moi, je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé. Je pense que c'est François. Moi, je pense que vous n'avez pas beaucoup parlé de réensauvageant la France. Tu t'es bien débrouillé, Stéphane, avec cette histoire. Oui, François. Merci. Donc, en fait, je reviens un peu sur ma paroisse. Tout à l'heure, vous avez parlé d'épidémie et d'épizootie. Oui. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, dans une grande population d'animaux ou de plantes, quand il y a beaucoup d'individus qui sont assez proches, les probabilités qu'un animal malade transmette à l'ensemble de ses congénères augmentent évidemment. Et il n'est pas du tout impensable de penser que ce sont des phénomènes naturels. La notion d'équilibre, elle est complètement virtuelle. Et surtout si on parle du livre de Stéphane, il y a 20 000 ans, rien ne ressemblait à... Je ne parle même pas des humains. Mais l'équilibre, c'est simplement sur le long terme. Et nous, on voit des choses qui nous paraissent assez stables. Mais tout change tout le temps en permanence. Et donc, les microbes font partie de la vie. C'est même des éléments fondamentaux du vivant. Chez les virus, par exemple, nous ne serions pas mammifères sans les virus. Je pourrais développer si ça vous intéresse, mais il y a des virus qui nous sont nécessaires. On ne serait pas là sinon. Et donc, cette notion d'épizootie n'est pas forcément grave en tant que telle. Le seul problème, c'est que depuis, nous, on est très nombreux, on est 8 milliards, on a beaucoup dégradé. Et si, il y a 50 ans, l'otarie à fourrure du Sud a pu récupérer,
Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions de l'océan, de la nourriture, lui permettent de se maintenir à sa population actuelle? Mais là, c'est plus des phénomènes naturels, c'est des phénomènes anthropiques. Et là, on doit être extrêmement prudent et on n'est pas parti, pour l'instant, dans la bonne direction pour partager tout ça entre les humains et les autres qu'humains. Je préfère autres qu'humains que non humains parce qu'il n'y a pas une dichotomie. Il y a nous et plein d'autres espèces. Et ça évite peut-être d'opposer ce qui n'est pas humain à nous, ce qui serait un peu dommage, sans doute, un peu réducteur. Ce qui s'est passé aussi, c'est que quand on a arrêté la chasse des otaries, la population de baleines aussi, qui mangent la même chose, ils mangent du krill, était au plus bas aussi. Et donc, il y avait une manne comme ça de nourriture extrêmement importante. Et ce qui fait que ça a permis aux otaries aussi, qui ont un taux de reproduction beaucoup plus important que les baleines, de repartir très vite. Et c'est vrai que maintenant... moi, je l'ai vu encore, j'étais en Géorgie du Sud il y a peu de temps. Il y a des plages maintenant qui sont couvertes d'otaries. Je dirais peut-être même plus qu'avant, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dès qu'un virus arrive, bien évidemment, ça va se disperser très, très vite. Et ça, on l'a vu sur des populations d'albatros aussi aux îles Falkland, qui sont au touche-touche dans certains endroits. Et là, il y a eu des dizaines de milliers d'albatros qui sont morts de la grippe aviaire cette année, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est pas complètement anormal, mais c'est vrai qu'on peut créer des situations où ça va se développer encore beaucoup plus vite. Alors après, évidemment, nous, on a la chance, mais aussi, je dirais, la responsabilité que quand on va dans ces régions, faut pas qu'on arrive avec... faut qu'on pas soit porteur de bactéries ou de virus ou quoi que ce soit. Donc on fait évidemment extrêmement attention quand on va dans ces régions-là. Oui, je réagis aussi. La notion d'équilibre, elle est très intéressante et très aussi très délicate à manier. Si les deux livres, donc 20 000 ans et Réensauvageons la France, c'est dur à dire, hein, Réensauvageons la France, écrit avec Gilbert Cochet. Ces deux livres, on les a pas faits pour dire, voilà. Comment doit être la nature. On a justement, voilà, l'idée était de montrer que la nature, elle évolue sans cesse. Il n'y a pas un stade, un état idéal de la nature. Et pour rebondir sur la réintroduction d'espèces ou le réensauvagement de la France aujourd'hui, l'idée, la philosophie qu'il y a derrière tout ça, c'est pas du tout de retrouver un état hypothétique idéal. Je ne sais pas lequel ce serait. D'ailleurs, à quel moment? Il y a 1000 ans, il y a 5000 ans, il y a 20 000 ans. J'en sais rien. L'idée principale, c'est plus de retrouver de préserver les grandes fonctionnalités des environnements, les cycles de l'eau, les cycles de la matière organique. Et donc voilà, et l'idée que portent notamment Gilbert et sa femme Béatrice et d'autres, hein, et Baptiste et d'autres aussi, c'est la libre évolution, de pouvoir préserver des espaces où la nature, entre guillemets, et quelle qu'elle soit, puisse en faire à sa guise, à son rythme, selon son temps propre, avec ce qu'elle veut. Et voilà, et les réserves de vie sauvage portées par l'ASPAS, par exemple, et de plus en plus d'autres associations qui acquièrent des territoires, qui achètent du foncier, justement, pour ne rien y faire. Ça va dans ce sens-là, oui. Comme la forêt primaire de Francis Allais, par exemple, un autre genre. Qu'on attend toujours. Qu'on attend un jour, mais ça viendra. Je ne sais pas si on le verra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Nos amis Monde Sauvage, là, c'est pas la sieste. Hein? Non, ouais, ils dorment. Non, Alexis, c'est trop tard. Allez. C'est pas une question, c'est juste un petit commentaire sur le livre de Stéphane que j'avais adoré aussi, et que c'est que 20 000 ans. C'est tout. C'est rien. 20 000 ans à l'histoire, à l'échelle de l'évolution et de la construction du vivant, mais c'est rien. On est dans l'histoire, quoi. Et voilà, juste de retourner à 20 000 ans, tu es dans un état complètement différent. Voilà, c'est juste cette remarque. Tu me tends la perche pour que je fasse 200 000 ans le nouveau livre? Alors, vu le nombre d'années qu'il a fallu pour 20 000 ans, je propose qu'on ajourne à la génération d'après. S'il n'y a pas de question, moi j'ai une question. Il y a toujours la question qui vient, qui est nous en tant que citoyens, on peut faire quoi dans toutes vos histoires là? Parce qu'en fait, vous nous racontez des belles histoires, vous nous racontez ce qui se passe, mais on fait quoi avec nos petits bras, qu'on soit à Paris ou ailleurs? Tu aurais pu attendre qu'on soit tous réunis pour poser les questions, François. Non, j'en ai d'autres pour tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'interviens assez souvent
dans les classes, dans des collèges, dans des lycées. J'y étais il n'y a pas longtemps en Corse, par exemple. On ne va pas assez voir d'ailleurs ces jeunes. C'est compliqué parce qu'évidemment, eux, on leur laisse une situation qui n'est pas simple, quoi, hein. Et ils n'ont pas forcément les outils pour comprendre tout ça. Mais il y a quand même une appétence, un grand appétit, je dirais, pour comprendre. Moi, quand je vais voir les jeunes, tout de suite, j'ai 1 heure de questions. Je n'ai pas 2 questions, j'ai 1 heure de questions. Et parfois, il faut même que je dise, bah non, il faut que je m'en aille, j'ai mon avion, quoi. Et dire que j'ai mon avion, c'est pas bien, déjà. Je le conçois. Mais pour aller en Corse, c'est quand même bien pratique. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, dire ce qu'il faut faire, bah, évidemment, ce qu'il faut surtout, c'est pas masquer la face, déjà, c'est une première chose, je pense. Et c'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup aux gens qui ont beaucoup utilisé l'ours polaire comme étendard, ou les gens comme les zoos, par exemple, qui font naître des oursons polaires pour dire bah, venez voir l'ourson polaire, on va sauver l'espèce à cause du réchauffement climatique qui risque de disparaître, ce qui est vraiment une escroquerie absolue. Mais voilà, il faut déjà pas se masquer la face et de se dire bah, le réchauffement climatique, il n'est pas dans le Grand Nord, il est aussi chez nous et on le voit de plus en plus. Évidemment, il va falloir changer de mode de vie, certainement. Nous, tous, les uns les autres, entre autres les scientifiques, ou nous, quand on fait des films ou des documentaires, on voyage beaucoup, peut-être trop. L'intelligence artificielle va régler tout ça. On va inventer des ours polaires virtuels, donc tout va s'arranger. On va prendre moins l'avion, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais les jeunes aussi, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils inventent peut-être des nouveaux modes de vie, des nouveaux métiers aussi, mais surtout qu'ils restent pas sur des fake news. Faut qu'ils avancent, quoi. Faut qu'ils avancent dans la complexité. Et moi, j'ai un exemple vraiment qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je vous fais une confidence, mais on est en famille, là, ou presque. Ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Moi, on m'a proposé de participer à un film hier pour une grande maison de production. Et ils ont décidé du scénario, déjà. C'est bien, hein ? C'est bien. Ils ont décidé du scénario, qui est un scénario absolument fantasmagorique, avec des ours polaires. Et puis les ours polaires, bah, voilà, on fait ça, on suit une femelle, machin, tout ça. Et on voit qu'il y a toutes ces fantasmagories qui sont très très présentes dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout ça. Ce qu'il faut, c'est surtout regarder la complexité. Et là, c'est là qu'il faut faire attention avec tout ce que l'on peut voir. Et quand je vais voir les jeunes, surtout qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup, qui regardent aussi beaucoup de chaînes et YouTube et ainsi de suite, il faut bien déminer tout ça, expliquer que la complexité, c'est drôlement important et drôlement intéressant, la complexité, et que là, on voit que les médias, et vu ce qu'on m'a proposé comme film hier, que j'ai instantanément refusé, voilà, là, c'était vraiment une image idyllique. On va voir des ours polaires, on suit une femelle, elle va nous apprendre ce qu'il faut faire pour s'adapter au climat et ainsi de suite. C'est honteux, je dirais, quelque part, de proposer ça, parce que ce n'est pas du tout la réalité. Mais malgré tout, il y a toujours des gens qui essayent de nous vendre la simplicité, la simplification, et c'est là que ça devient terrible. Et quand on parle aux jeunes, il faut vraiment leur expliquer que la complexité, c'est pas un gros mot, et au contraire, c'est ce qui va leur permettre d'avancer, de comprendre, de se passionner, et pour moi, c'est vraiment capital. Ce matin, on parlait de sensibilité, de crise de la sensibilité. Laurent, tu as parlé d'immersion. Je pense que ça commence, évidemment, il faut évidemment lire tous les livres de la collection Monde Sauvage. Mais après, il faut aller sur le terrain, il faut aller en immersion pour cultiver, enfin, raviver cette sensibilité, la cultiver, l'intensifier. Et puis après, il faut aussi, on parlait d'associations comme celle de Francis ou d'autres qui, par exemple, sur le terrain, achètent pour protéger, achètent du terrain. C'est alors moi aussi. C'est pas virtuel, ça. C'est réel. Ça. Voilà. La semaine dernière, moi aussi, j'ai vécu un truc assez dingue. J'étais avec Baptiste Morisot qui organisait un stage de formation des techniciens de rivière dans la Drôme, où il a appris. Il a initié les techniciens de rivière qui habituellement gèrent les rivières à coups de pelleteuse, de digues en béton et autres joyeusetés, à dialoguer avec la rivière, mais à la façon d'un castor, avec des ouvrages doux faits en branches, en pierre, en argile.
Et donc, il y avait une trentaine. C'était un travail pratique. On a fait des travaux pratiques. On était dans une rivière, les pieds dans l'eau. On s'est retroussé les manches. Et il y avait une trentaine de techniciens de rivière. Et en une après-midi, on a construit un ouvrage comme une famille de castors peut le faire, vraiment. Et la rivière, elle a réagi tout de suite, quoi. Et c'était magnifique à voir. Et le fait de passer cet après-midi avec une trentaine de personnes qu'on ne se connaissait pas au début de la journée, mais d'œuvrer tous ensemble dans le même sens pour protéger un espace et de voir que cet espace, ce milieu, réagit tout de suite dans le bon sens, enfin, c'est tellement réjouissant, c'est euphorisant, quoi. Il faut aller comme ça sur le terrain, lutter pour un territoire. Et ouais, ça donne la pêche, quoi. Et c'est un très bon antidote à l'éco-anxiété. Puisque Stéphane a refusé de nous parler de réensauvageons la France, j'ai une question. Il y a une polémique aujourd'hui sur la réintroduction du grand tétras dans les Vosges, où les scientifiques se battent entre eux, les associations contre les associations. Qu'en pensez-vous ? Ben, j'ai vu passer l'article dans Le Monde hier, je ne l'ai pas encore lu, donc je sais que Vincent et son père, Vincent Munier et son père sont assez vent debout contre ça, mais j'avoue que je ne connais pas les arguments. Toi, tu les connais ? Oui, bah, Laurent, il doit bien connaître la problématique quand même. Ouais, juste pour vous éclairer sur ce sujet-là, en fait, il y a un gros débat, non pas contre la réintroduction en elle-même, mais sur les conditions qui feraient que ça réussirait ou pas. Et on est face à deux problèmes, mais surtout un qui est vraiment majeur, c'est la fréquentation du public. Et en fait, aujourd'hui, la première cause de disparition du grand tétras, c'est lié au fait qu'on ait ouvert tous les espaces vosgiens, qui fait qu'en hiver, il y a du monde absolument partout. Et c'est le dérangement lié à l'envol des animaux qui entraîne aujourd'hui la disparition du grand tétras. C'est la première cause, même avant le changement climatique, même avant les habitats. Alors, je connais bien le sujet de l'évolution des habitats de la gestion forestière pour le tétras, parce que j'ai été baigné dedans il y a 19 ans. Et que aujourd'hui, quand on en parle avec Michel en particulier, avec Michel Munier, il considère qu'on peut difficilement faire plus en termes de gestion forestière en faveur du grand tétras. Mais le dérangement, c'est la première cause. Et le projet de réintroduction, il a été présenté notamment au Conseil national de protection de la nature, je vous en parlais un peu ce matin. Et en fait, nous, on leur a dit, tant que vous ne réglez pas ce problème du dérangement dans la montagne, on va relâcher des animaux qu'on condamne à la mort. Et c'est à 100% certain. Enfin là, il n'y a aucun doute. Les animaux sauvages, ils ne s'en sortent pas aujourd'hui. Donc ceux qu'on va réintroduire, qui vont avoir des difficultés à s'immiscer, à s'immerger dans ce milieu-là, ça va être encore plus compliqué pour eux. Donc en fait, c'est pour ça que pour l'instant, il y a un avis défavorable des scientifiques. Ce n'est pas tant contre le projet de réintroduction, c'est vraiment à cause du fait que éthiquement, on ne peut pas se permettre de condamner des animaux et de jouer avec ça, quoi. Vincent, c'est exactement ce qu'il développe dans ses arguments, c'est que lui, il connaît bien évidemment la forêt vosgienne, et il dit bien, tant que, du point de vue politique aussi, parce que c'est vraiment ça le problème, on ne prend pas les décisions en disant on ferme la forêt aux VTT, aux randonneurs et tout ça pour laisser la place à cette faune, qui en plus sont des grands tétras qui viendraient de Norvège, je crois bien, qui sont quand même très très délocalisés, on va dire. Évidemment, ça pose problème, mais politiquement, c'est compliqué de dire qu'on va fermer la forêt, quoi. Donc moi, l'année dernière, j'avais fait intervenir les gens de la DREA, le Grand Est, entre autres, qui étaient absolument partisans de réintroduire le grand tétras, qui avaient réintroduit le grand hamster aussi, de la même façon. Mais bon, tout ça, il y a beaucoup de communication, beaucoup de politique, et on est loin justement de la connaissance du milieu, de connaissance des habitats et de la faune. Et on va remettre des grands tétras pour dire c'est bien, d'ici quelques années, on pourra les chasser. Et il intervient aussi toujours ce fameux lobby, entre autres dans les pays, dans les régions comme le Grand Est, où le lobby de la chasse est extrêmement virulent, quoi. Oui, la réintroduction, ça marche dans certains cas, et c'est vraiment absolument fabuleux, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Et c'est vrai que dans le cas des Vosges, la réintroduction du lynx, par exemple, c'est compliqué, à tel point qu'il a de nouveau disparu. C'est ça, donc il n'y a que dans le Jura où il se maintient. Mais, alors qu'on parlait des vautours tout à l'heure dans l'Écosse ou dans le sud des Alpes, là, ça a été succès absolument incroyable. Le monde entier nous envie le succès de la réintroduction des vautours, mais ça ne marche pas à tous les coups, quoi. Il faut vraiment bien étudier son coup. Qu'est-ce qui marche alors ?
Les vautours, les castors, les cigognes. Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des espèces comme justement les grands mammifères, les grands prédateurs. C'est très très compliqué parce que d'une, ils ont besoin de tranquillité, ils ont besoin de milieux aussi qui soient riches pour leur offrir suffisamment de nourriture. Et est-ce qu'il y a suffisamment de régions encore qui sont aptes à offrir ce genre de refuge quasiment? Alors c'est vrai qu'on a la chance quand même en France d'avoir une diversité et tu l'expliques bien dans ton bouquin, de milieux très différents qui sont construits justement il y a plus de 20 000 ans. Et on a des régions encore maintenant comme le Vercors par exemple, ou les Pyrénées et tout ça qui offrent des refuges quelque part, qui ne sont que des refuges aussi, parce que maintenant il y a de l'urbanisation partout et de l'activité humaine partout, quoi. Les bouquetins, ça a super bien marché avec les bouquetins des Alpes, les bouquetins des ibériques qui ont été réintroduits dans les Pyrénées il y a quelques années. Ils ont réintroduit quelques dizaines d'individus et wow, c'est parti tout de suite très très fort. Donc non, il y a quand même pas mal de succès, hein, François Assisi, il faut garder le sourire. C'est une journée sous le signe de la joie. Moi, j'avais une question à propos justement des actions citoyennes. Vous en parliez tout à l'heure. J'ai lu un papier dans Oui Demain sur les havres de paix sauvages. C'est un label. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler parmi vous. C'est la possibilité... Vous connaissez, Laurent? Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette possibilité? C'est de la com? Vous voulez répondre, c'est ça? Très bien. Ah bah voilà, très bien. Bon, allez. Ah mais tiens. Mais c'est Marc. C'est monsieur Marc Giraud. Tu vois, Marc Giraud, il s'est mis dans son petit coin là-bas. Salut Marc. Oui, bonjour. Je pense qu'il s'agit des havres de vie sauvage. Oui, c'est encore l'Aspas qui a fait ça. Donc on sera copié si ça marche bien, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on profite d'une mesure administrative qui s'appelle les ORE, les obligations réelles environnementales, où on permet aux gens qui laissent leur domaine en libre évolution, justement, on les aide. Mais pour ça, il faut des partenaires, il faut quelqu'un de local, une mairie, n'importe quoi, ou une assoce. Donc l'ASPAS aide à faire ce genre de choses. On ne sait pas si ça va marcher parce que c'est très contraignant. Donc les gens qui ont 5 hectares, super, ils ne peuvent plus y cueillir quoi que ce soit, rien faire. Donc on a inauguré ça dans les Deux-Sèvres, près de Minigoutte, il y a 1 an à peu près, avec Delphine Bateau. Et pendant la nuit, avant l'inauguration, il y a eu des impacts de balles un peu partout sur les panneaux. Voilà. Donc c'est surtout les mentalités que ça fait évoluer, en fait. Cette histoire de libre évolution, tout le monde nous dit c'est la nature sous cloche, mais ça ne veut rien dire. Dans l'esprit des gens qui disent ça, nature sous cloche, c'est nature sans exploitation. Et c'est une idée très très difficile à faire comprendre que la nature peut se débrouiller toute seule, que ça ne va pas entraîner des pullulations de vermines, etc. Donc déjà, même si c'est un peu dérisoire ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la protection des espaces, je ne sais pas pour les autres assos, mais pour l'espace, ça doit être 500 hectares en tout en France. Non, 1000 hectares, enfin, c'est pas grand-chose, c'est rien. Mais ça fait évoluer les esprits déjà, et il y a déjà du boulot. Voilà. Et donc ça, c'est les havres de vie sauvage, HVS. Et quand c'est des grands espaces qu'on avait inaugurés avec Stéphane et avec Jacques Perrin, là, c'est des RVS, des réserves de vie sauvage, qui sont pour la plupart dans la Drôme. Voilà. Et une taille plus petite, il y a ce que la LPO appelle les refuges LPO, par exemple. Alors voilà, alors là, il y a plein d'associations, les refuges, donc il y a Refuge LPO, Aspas, il y en a plein en fait. Ça, c'est dans son jardin. C'est juste, on s'engage à ne pas mettre de pesticides, voilà, à protéger la nature. Et ça peut aussi permettre d'interdire la chasse chez soi, ce qui n'est pas toujours facile en France. Voilà. Peut-être pour rebondir là, sur la question de Françoise, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je pense que déjà, au niveau environnement, il y a une multitude, une pléthore, une nébuleuse d'associations naturalistes en France qui ont tous des bonnes idées, des bonnes initiatives.
Et en face, il y a entre autres une fédération de chasse qui est unique et chaque chasseur reçoit tous les mois une liste d'arguments de langage. Et donc évidemment, ils sont beaucoup plus forts parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, ils sont plus nombreux. Et je pense que déjà, l'une des premières choses qui serait vraiment intéressante à faire, c'est de fédérer beaucoup plus largement et beaucoup plus étroitement, je dirais, toutes les initiatives. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je regrette énormément, c'est qu'on n'ait pas une fédération de la protection de l'environnement au sens large du terme. Je sais bien qu'il y a des FNE, il y a d'autres structures, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus fédéré qui pourrait rassembler des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes avec des moyens, avec un lobbyiste aussi, peut-être aussi, qui serait important. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui serait très, très intéressant à faire, mais on en est loin. Et il y a tellement de chapelles en France que c'est compliqué. Merci beaucoup, Rémi et Stéphane. On va vous applaudir.